coup, avant de commencer, donc je tenais déjà à remercier toutes les personnes qui sont présentes ce soir. Je sais que c'est pas forcément évident de se dégager du temps sur un créneau comme celui-ci, et notamment sur cette thématique-là, hein. Ça dénote un petit peu, mais effectivement, c'est un petit peu la seule possibilité de mobiliser du monde et de solliciter des intervenants qui ont une activité professionnelle aussi sur leur journée. Voilà. Et je tenais également donc à remercier les intervenants d'être présents ce soir, tout particulièrement. Donc, nous avons dans un premier temps donc, Elsa Morisi, qui est psychologue comportementaliste et spécialisée en neurosciences, qui exerce sur la région de Montpellier. Et Elsa est déjà intervenue au sein de l'association, notamment sur le site de Bayargues, pour animer notamment des causeries. Bonjour Elsa. Bonjour, bonsoir à tous. Nous avons donc ensuite Philippe Guilbert, qui est sophrologue et coach en entreprise, qui exerce également sur la région de Montpellier. Beaucoup de sudistes ce soir. Et Philippe qui est intervenu également au sein de l'asso dans le cadre de la préparation aux World Skills, puisqu'il avait animé 2 demi-journées auprès des tailleurs de pierre, également sur le site de Bayargues. Bonjour Philippe. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Et enfin, donc, nous avons donc Rose Olive de Chérizet, qui est donc psychologue de formation, mais également consultante en entreprise pour tout ce qui est question du coup de prévention en risques psychosociaux et stress au travail, et qui exerce au sein de l'entreprise du coup Stimulus Conseil. Bonjour Rose. Bonjour. Donc pour commencer, donc je vais vous parler un petit peu chiffres, puisque c'est vrai que selon les derniers chiffres qui ont été recensés à la fin mars par le cabinet donc Empreinte Humaine, qui est en fait un cabinet de conseil spécialisé en qualité de vie au travail et en prévention du stress au travail, il y aurait donc 45% des salariés qui seraient aujourd'hui en détresse psychologique. Donc, je vous propose dans un premier temps peut-être de définir cette question de détresse psychologique. Et pour ce faire, je vais demander donc du coup si c'est OK à Rose d'ouvrir le bal, puisque tu es spécialiste sur ce type de thématique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est la détresse psychologique, s'il te plaît? Alors, je peux tout à fait. Sauf que avant de décrire la détresse psychologique, ça va être important de définir ce que c'est que le stress. Parce que avant de parler de la détresse psychologique, il faut quand même qu'on parle de ce que c'est que ces notions de stress, parce qu'on va voir que tout découle de ça. Alors, ça va être un petit peu théorique, je suis désolée par avance, mais c'est important quand même de savoir quelle est la définition en un sens du stress. Le stress, c'est, dans la définition un peu physiologique, c'est une réaction de l'organisme qui arrive quand il y a une contrainte, une exigence, une menace ou une modification de notre environnement et qu'on doit s'adapter pour y faire face. Donc, il y a vraiment la notion de stratégie d'adaptation. Le stress, ça date de 1980. À la base, on parlait vraiment de capacité d'adaptation. Donc, c'est vraiment une question de survie. Comment est-ce que je vais m'adapter à mon environnement pour faire face? Et c'est grâce au stress notamment que l'humain a pu passer du milieu de la chaîne alimentaire au top one et survivre face à des environnements qui sont parfois hostiles. Quand on parle de stress, on parle du coup de signaux de stress. Et vous les connaissez tous parce que vous les vivez tous au quotidien, moi la première. On a 3 grandes catégories de signaux de stress. Le premier, c'est physique. Est-ce que j'ai mal au ventre? Est-ce que j'ai de la transpiration? Est-ce que j'ai une accélération cardiaque? Est-ce que j'ai une maladie de peau? Enfin, une maladie, pas une maladie, mais est-ce que je vais avoir par exemple de l'eczéma qui va surgir? Là, on parle de signal physique. Ensuite, on a le signal psychologique. Psychologique, on va avoir par exemple des ruminations, des difficultés de concentration, des troubles de la mémoire et ainsi de suite. Et enfin, on va avoir des signaux comportementaux. Là, c'est par exemple une personne qui va marcher en rond dans une pièce, une personne qui va se ronger les ongles, qui va taper du pied, qui va serrer les poings, qui va prendre des médicaments pour diminuer un petit peu l'intensité du stress et compagnie. Donc ça, c'est la définition du stress. Et quand on parle de détresse psychologique, là, c'est un processus durant lequel tous ces signaux de stress et potentiellement d'anxiété vont apparaître et ça va faire suite à un ou plusieurs événements chez une personne qui n'a pas de trouble psychiatrique, enfin, d'ordre psychiatrique. Donc, c'est vraiment l'accumulation de ces signaux qui vont pérenniser dans le temps et qui vont du coup déterminer la détresse psychologique, sachant qu'évidemment, c'est normal d'avoir des hauts et des bas dans la vie. Ce qui est vraiment important, c'est que les bas ne s'installent pas. Si jamais ils s'installent, c'est là qu'on parle de détresse psychologique. À toi, Zoé. Super, merci Rose pour cet apport. Donc on a bien compris effectivement que
Ton micro, Zoé. Oups, ça va peut-être mieux là. Merci Rose pour cet apport. Du coup, on a bien compris effectivement que la détresse psychologique, c'était un état de stress donc, qui était mis en place sur du long terme. Donc maintenant, je vais te demander, Philippe, toi qui gères des personnes au quotidien, enfin qui accompagne des personnes au quotidien à gérer leur stress, est-ce que toi, tu pourrais nous donner peut-être une définition d'un point de vue un peu plus sophro de ce qu'est le stress? Tout à fait. Je vais rebondir sur ce que vient de dire Rose, qui a déjà dit l'essentiel au niveau de la définition du stress. Mais peut-être la compléter en disant que le terme stress, en fait, à l'origine, c'est un terme qui est issu de la science physique, en fait, qui désigne la contrainte que subit un matériau. Et de là, donc, dans les années 30, à la suite de la Première Guerre mondiale, où les soldats sont revenus avec de véritables traumatismes et reprendre donc leur vie quotidienne, il y a un certain nombre de scientifiques qui ont exporté ce terme physique dans le cadre des relations humaines. Et ça s'est introduit progressivement donc, dans le cadre du milieu de l'entreprise, mais ça plus tardivement. Donc on part des années 30 et on arrive, comme l'a dit Rose tout à l'heure, dans les années 70. Donc on voit bien que c'est un syndrome général d'adaptation en fait. Donc c'est vraiment une stratégie d'adaptation comme l'a dit Rose. En fait, la première fonction du cerveau, c'est vraiment de détecter un danger pour le corps. Et du coup, le corps va envoyer un certain nombre donc, d'hormones, et notamment une poussée d'adrénaline et de cortisol pour qu'on puisse réagir efficacement. Donc effectivement, quand on était un homme préhistorique et qu'on se trouvait devant un ours des cavernes, bon, il fallait qu'on puisse réagir rapidement, donc pour pouvoir fuir ou combattre. Sauf que le cerveau fait pas trop la différence entre le fait de rencontrer un lion dans la rue ou le fait d'être confronté à un ours ou le fait de devoir aller rencontrer son supérieur hiérarchique et de discuter donc d'une situation. Et ça va être la même situation donc, qui va être envoyée par le cerveau. C'est physiologique. Donc, on voit que le stress aigu, donc, c'est-à-dire sur une courte période, est quelque chose de très bien, parce qu'il nous a permis de survivre et de remonter tout en haut de la chaîne alimentaire. Mais par contre, ce qui cause problème, c'est vraiment lorsqu'on a un stress qui s'installe dans le temps et un stress qui devient chronique. Donc, en sophrologie, on va aborder le stress. Alors, j'ai l'habitude de dire qu'on va l'aborder sous l'angle d'un acronyme qui est celui du ciné. En fait, pour moi, le stress, c'est du ciné. Alors, pourquoi le ciné? En fait, les gens vont produire systématiquement une réponse biologique de stress lorsqu'ils sont exposés à une situation, comprenant une des 4 caractéristiques suivantes et qui forment l'acronyme ciné. Donc le C de contrôle, donc on est vraiment dans une impression de perte de contrôle sur la situation. Le I d'imprévisibilité, parce qu'en fait la situation est imprévue ou imprévisible pour nous. Le N de nouveauté, donc c'est la situation est nouvelle pour nous. Et le E de l'ego menacé. On se sent menacé. Donc il suffit qu'il y ait une de ces 4 caractéristiques pour que l'on se situe donc dans une situation de stress. Donc vous voyez l'acronyme ciné. Donc à chaque fois qu'on va vivre une sensation de stress, moi, je propose toujours donc, aux personnes qui viennent me voir de disséquer donc, leur réaction de stress en fonction de ces 4 paramètres. Parce qu'en fait, les gens pensent que c'est la pression du temps qui est l'élément responsable de leur stress, mais on se rend compte donc, en disséquant donc, en fonction de ces 4 caractéristiques que c'est l'impression de perte de contrôle sur notre temps qui est à l'origine du stress. Parce qu'en fait, la personne va être confrontée à une situation et va réagir complètement différemment en fonction du lien qu'elle va entretenir avec son environnement. Donc, la méthode ciné, c'est 4 caractéristiques qui sont universelles. À chaque fois, on voit bien dans cette situation d'aujourd'hui, on a pour les cadres aujourd'hui, pour les salariés d'aujourd'hui, dans notre vie quotidienne en période de confinement, on a vraiment ce manque de contrôle. C'est une situation qui était imprévisible, qui est nouvelle et donc qui nous menace en fait. On voit bien, là,
peut cumuler ces 4 caractéristiques. Donc, une même situation, on le voit bien aussi, peut générer du stress, pas de stress ou très peu de stress en fonction du rapport qu'on a avec notre environnement. Donc, en résumé, je pourrais dire que le stress est nécessaire à la vie. Là, on l'a vu, hein, la théorie de l'évolution a permis de garder cette forme physiologique, que lorsqu'il est aigu, tout va bien, mais quand il se prolonge dans le temps, c'est là où ça commence à poser des problèmes. Donc, le petit conseil que moi je donne, c'est toujours de déconstruire et de repartir de la réalité vécue pour voir où on se situe et comment on peut agir dessus. Ok, super, merci Philippe. Et effectivement, on réalise par ton explication que du coup, c'est tout à fait normal en fait de se sentir stressé actuellement, puisqu'on est vraiment dans cette situation où on a de la nouveauté, où on a de l'imprévisibilité, et que du coup, donc, on est complètement légitime à ressentir ça. Elsa, par rapport à toutes ces deux définitions du stress qui ont été amenées, est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer quelle serait votre analyse des sources de stress? Comment expliquer déjà qu'on puisse se sentir stressé de manière générale? Alors déjà, effectivement, comme l'a dit Philippe, du coup, en fait, c'est vraiment l'interaction entre les individus et la situation et la façon dont finalement on va vivre la situation qui va faire que du coup on va ressentir du stress. Après, le but, c'est pas d'enlever les émotions. Effectivement, le but, c'est de pouvoir les gérer. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir une situation stressante dans tous les cas. Le but, c'est d'arriver à gérer cette situation, pas d'enlever l'émotion liée à la situation. Donc là, par exemple, voilà, si vous avez une intervention à faire, si vous devez aller voir votre supérieur, vous ne pouvez pas tout le temps éviter la situation. Le but, c'est d'arriver à la gérer. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, en fait, c'est que souvent, finalement, le stress est lié à la culpabilité qu'on va avoir, par exemple, de ne pas répondre à une attente. C'est-à-dire, en fait, entre ce qu'on se sent capable de faire et ce qu'on attend de nous. C'est-à-dire que très souvent, en fait, on se dit, mais je peux le faire, je suis capable de le faire, donc je dois le faire. Cependant, en fait, on n'est pas obligé de faire quelque chose qu'on est capable de faire. Par exemple, vous pouvez très bien travailler 20 heures, 24 heures d'affilée, c'est pas pour autant que vous êtes obligé de le faire. En fait, souvent, on se met des contraintes en plus qui, elles, sont stressantes et nous rajoutent finalement encore des situations de stress à une situation qui, effectivement, est déjà stressante, on va dire, en général. Là, par exemple, le fait d'être en confinement, on est pratiquement tous en télétravail. En télétravail, on est à la maison. On se dit, ben voilà, je suis à la maison finalement. Donc, normalement, je pars une heure, par exemple, une heure avant pour aller travailler pour aller à mon bureau. Mais là, du coup, ça me fait une heure de plus où je pourrais finalement travailler. Donc, c'est-à-dire qu'on se dit, ben voilà, comme d'habitude, à 8 heures, ben, je suis déjà au bureau. Ben là, finalement, à 7 heures, j'ai fini de déjeuner. Je peux peut-être commencer à travailler à 7 heures. Donc, finalement, en fait, on se rajoute des contraintes supplémentaires. Et c'est vraiment ça, en fait, qui fait que du coup, on est stressé derrière. Après, effectivement, en fonction des personnes, notre niveau, on va dire notre seuil de stress ne va pas être le même et on ne va pas avoir besoin, on va dire, des mêmes quantités de travail, par exemple, les uns et les autres. C'est-à-dire que certaines personnes vont pouvoir travailler 10 heures d'affilée sans aucun souci et être bien, et d'autres ne pourront pas. Le but, c'est juste d'arriver à savoir son propre seuil et d'arriver du coup à savoir à quel niveau arriver à stopper. Voilà. Ok, Pour ça moi, marche. ce serait ça. Merci Elsa. Donc effectivement, on a quand même un rôle à jouer finalement dans cette situation, dans la gestion de notre stress au quotidien. Mais qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, justement, la situation qu'on vit actuellement, donc le télétravail qui est indépendant de notre volonté, va accentuer et va être vecteur de stress? Rose, je ne sais pas si tu peux répondre éventuellement à cette question. Oui, alors je rejoins effectivement ce qu'ont dit mes collègues Philippe et Elsa. Quand on parle de stress, on parle aussi de l'accès à nos ressources. Tout à l'heure, je parlais de la définition un peu scientifique de l'état de l'organisme par rapport aux exigences de l'environnement et autres. Il y a une autre définition par rapport au stress, c'est est-ce que j'ai l'impression d'avoir les ressources suffisantes pour faire face à ce que mon environnement m'impose. Alors, on retrouve évidemment cette notion de stratégie d'adaptation, mais ce qui est intéressant, c'est aussi la notion de ressources. Et là, nos ressources, elles sont extrêmement mobilisées, utilisées depuis un an, parce qu'on a un truc super dans le corps qui s'appelle l'homéostasie, qui est la recherche de... alors, peut-être que Elsa, vous le définiriez bien mieux que moi, mais c'est pour moi la recherche d'un équilibre de nos grandes fonctions cognitives. Et dès qu'on est un petit peu bousculé, il y a l'homéostasie qui va dire attends, il faut que j'arrive à m'adapter face à mon environnement. Autant vous dire que depuis un an, on est extrêmement bousculé dans
tous les côtés, de tous les sens, que ce soit au travail, enfin, au niveau personnel, professionnel, avec nos proches, avec nos amis, dans nos activités, dans tout ce qu'on aime. Du coup, pour répondre un peu à ta question, Zoé, moi, si je parle d'un point de vue télétravail, ce qui est important pour moi, c'est que les limites entre la vie personnelle et la vie professionnelle, elles sont complètement éclatées quand on est en télétravail. Donc, il faut réussir au maximum à s'imposer un cadre, ce qui n'est pas toujours évident, parce que s'imposer un cadre, c'est en face de soi-même, mais c'est aussi en face des autres. Et du coup, on doit s'affirmer auprès de nos proches et auprès de nos collègues ou auprès de nos camarades. Donc, ça va venir demander un effort, sachant qu'on est tous plus ou moins à l'aise avec ça. En parallèle, on a un rapport au temps qui est différent. Les journées sont plus longues, plus courtes, en fonction du lieu de confinement, en fonction de notre journée de travail, en fonction de si on a des enfants ou pas, en fonction de si on peut s'aérer l'esprit ou pas. Bon, j'ai l'impression que vous êtes plusieurs à Montpellier, je ne vais pas déduire de là que vous êtes tous dans des maisons, mais comparé à moi à Paris, qui suis dans mon petit appartement, voilà, ça va forcément avoir un autre impact. Donc, on a ce rapport au temps, on a la barrière entre la vie personnelle et professionnelle. En parallèle, comme je vous disais, on est tous bousculés de tous les côtés. On nous prive de rapports sociaux, on nous prive de liberté. La liberté qui est un droit en France depuis extrêmement longtemps et qu'on revendique. On a une certaine crainte ou angoisse par rapport au virus, au fait de l'attraper ou que nos proches l'attrapent. Et encore une fois, je reviens sur l'importance des ressources. Nos ressources ne sont plus aussi facilement mobilisables que d'habitude parce que bon nombre d'entre elles se font à l'extérieur, que ce soit le sport, les sorties, les balades, les musées, le ciné et compagnie. Tout notre quotidien est complètement changé. Donc, il va falloir réussir à régénérer nos ressources et faire en sorte qu'on puisse continuer à les utiliser alors que normalement elles se font en extérieur. Et dernier point après, je vous laisse rebondir, c'est qu'en télétravail, on est constamment sollicité puisque nos interlocuteurs ne voient pas ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, on a des canaux de communication qui sont extrêmement nombreux et tant mieux en un sens, puisque c'est ça qui, même à distance, nous permet de rester proche de nos proches. Mais en parallèle, ça fait qu'on est constamment appelable, contactable et on a énormément d'injonctions au fil de la journée. Donc, plus vous allez réussir à avoir un contrôle, et je reviens sur ce que vous disiez, Elsa, vous parliez du contrôle des émotions. Le but, c'est pas de faire disparaître l'émotion, mais de reprendre un contrôle sur elle. Moi, je vais faire ce parallèle avec toutes les injonctions qu'on a au quotidien dans notre vie professionnelle. On peut être contacté sur énormément de réseaux. Plus on va réussir à réduire ça et à reprendre le contrôle, mieux on se portera. Voilà, je laisse la main. Super, merci Rose. Effectivement, on parle beaucoup actuellement de cette situation de blurring qui est en fait l'aspect, donc la frontière floue entre la vie pro et la vie perso. Et donc, ce qui va en fait complètement redéfinir aussi également notre rapport au travail et qui va changer la relation qu'il y a entre finalement l'entreprise et le salarié, ce qui va aussi être source de stress puisque, encore une fois, on va rejoindre les critères que Philippe avait énoncés tout à l'heure, donc du ciné, puisqu'on est vraiment sur de la nouveauté, sur un nouveau fonctionnement. Philippe, justement, est-ce que toi, tu pourrais nous expliquer en quoi cette structure de l'entreprise, en quoi ce rapport entre le salarié et l'entreprise est justement modifié? Oui, tout à fait. En fait, la question qui se pose est celle de la situation actuelle et comment maintenir le lien social lorsque l'individu se trouve isolé, coupé de tout ancrage, avec sa communauté de travail, sa communauté d'origine, voire même plus globalement de tout contact humain, parce qu'on voit qu'un certain nombre de personnes sont complètement isolées. Donc, comment l'entreprise peut-elle appréhender cette dimension? Il faut absolument qu'elle se réinvente, l'entreprise, dans cette situation de pandémie, et elle se voit investie d'une nouvelle mission et d'une nouvelle responsabilité qui est de préserver le collectif et cela même en distanciel. Alors c'est ça qui n'est pas facile, c'est de préserver le collectif tout en étant en distanciel. Donc l'entreprise doit réfléchir à ce qui relie les individus au-delà même de leur lieu de travail et doit définir son rôle dans une société, on le voit, qui est de plus en plus atomisée en
fait. Donc, la pandémie risque d'aggraver ce qu'une philosophe avait étudié dans les années 40, ce qu'on appelle le déracinement. Alors, je vais parler très, très succinctement de la philosophe Simone Veil, donc, qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'Enracinement, qu'elle a fait paraître en 1943. Et pour elle, le déracinement des individus, c'est ça qui crée le terreau fertile aux idéologies extrêmes. Et on voit aujourd'hui la violence sur les réseaux sociaux, la violence dans les rapports humains, la violence même au quotidien dans les mails qu'on peut s'échanger en fait. Donc on est en pleine actualité. Alors bon, Simone Veil, elle, donc à l'époque, était repartie de la situation des années 30 et qui avait dégénéré. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a un risque avec cette pandémie, parce qu'en fait, un arbre dont les racines sont presque entièrement rongées, cet arbre va tomber. Donc, il faut aussi faire attention à tous nos collaborateurs. Donc, pour lutter contre ce que j'appelle le déracinement, et je me réapproprie le terme de Simone Veil, l'entreprise doit avoir en tête que l'amélioration des conditions de vie matérielles d'un salarié aujourd'hui ne suffisent plus. Parce qu'en fait, le salarié, il a des besoins du corps, mais il a aussi ce que Simone Veil disait, des besoins de l'âme, en fait. Et parmi ces besoins, il y a l'enracinement. Il a un besoin de recevoir la presque totalité de sa vie morale, intellectuelle, spirituelle, par l'intermédiaire des milieux dont il fait naturellement partie. Et donc, l'entreprise fait partie de ces milieux éminemment importants pour chacun d'entre nous. Donc, le monde moderne, on le voit, nous arrache de plus en plus nos racines, et cela, d'autant plus en cette période de pandémie, nous sommes coincés chez nous, privés de toute sociabilité. Au début, on a tous apprécié cette bulle un peu, mais très vite, on a souffert de cette absence de collectif. Donc, le risque, c'est que les travailleurs isolés prennent l'habitude de s'organiser différemment, sortent du cadre, perdent le cadre donc, de l'entreprise, celui des horaires de boulot, soit hors cadre en fait. Et l'entreprise, si elle ne réagit pas, ça peut être très vite assimilé à une plateforme. Ah, on a perdu Philippe. S'interroger sur ce qui soude le collectif en dehors de ces murs, et c'est par le collectif de travail, à mon avis, et pour reprendre là encore l'une des phrases de Simone Veil, qu'on va sauver l'être humain du déracinement. C'est surtout ça, c'est l'apport du collectif. Voilà, je ne sais pas si ça a été très clair, mais j'ai essayé d'aborder cette question sous cet angle. Merci Philippe, c'est parce qu'on a eu un petit arrêt sur image à un moment donné, donc on t'avait perdu, mais je crois que le lien s'est fait, il n'y a pas de souci, on a compris l'essentiel, effectivement, ce déracinement de l'entreprise et cette perte du collectif actuellement. Donc merci pour tout ça. Donc on a bien compris effectivement donc comment était défini le stress au travail aujourd'hui, ce que le télétravail allait induire sur nos rapports à l'entreprise actuellement et qu'il était donc normal de se sentir stressé, dépassé. Mais aujourd'hui, comment est-ce que tout naturellement, moi, je peux identifier un collaborateur qui serait en situation de mal-être? Comment est-ce qu'un manager peut identifier un salarié justement qui n'irait pas bien actuellement? Est-ce qu'il y a un faisceau d'indices objectifs peut-être pour se dire, voilà, comment est-ce que je peux détecter quelqu'un qui ne va pas bien? Puisqu'on est tous, encore une fois, chez nous, on n'est pas forcément, c'est plus facile de voir que quelqu'un ne va pas bien quand autour de la machine à café, quand on voit qu'elle se ferme, mais quelqu'un derrière son ordinateur chez lui, comment est-ce qu'on va l'identifier en situation de mal-être? Elsa, si vous pouvez répondre à cette question. Alors là, en fait, du coup, je reviens un peu sur ce qu'a dit Philippe sur tout ce qui est liens sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir essayer justement de retrouver ces liens sociaux avec chacun d'entre nous. C'est-à-dire que arriver à prendre le contact avec les personnes avec qui on travaille, arriver à demander des nouvelles, arriver à savoir un peu comment chacun se sent, enfin voilà, justement par rapport au travail, comment il arrive à s'organiser justement. Je reprends du coup aussi un petit peu ce que du coup Fabien a mis dans le chat, justement que là en fait tout est programmé, tout est organisé, on ne peut pas être instantané. Donc il y a aussi voilà, ce côté-là de savoir voilà, justement chacun comment est-ce que chacun arrive à le gérer de son côté finalement. Si effectivement ça procure en fait du stress,
Parce que justement, la personne en fait a plutôt tendance à se reposer finalement sur les autres avec les organisations des réunions par exemple, et qui là du coup doit s'organiser de son côté à lui pour arriver à caser du coup des réunions, des interventions, etc. Donc en fait, ça c'est vraiment arriver à reprendre finalement le lien social et identifier par exemple quelqu'un qui a commencé à fumer parce qu'il y a eu le confinement et que finalement il avait arrêté de fumer par exemple pendant tant d'années et qui là du coup a repris parce qu'il était tout seul chez lui et que finalement voilà, quand il est stressé, effectivement hop, il va prendre une cigarette par exemple alors qu'avant il ne le faisait pas. Ça peut être par exemple des personnes qui vont être hyper émotives, c'est-à-dire que dès qu'on va lui faire une petite réflexion par exemple au téléphone, on va l'appeler pour lui demander quelque chose et que là ça ne va pas, par exemple la personne va du coup directement ou s'énerver ou au contraire on va sentir que sa voix par exemple devient un petit peu tremblante, des choses comme ça, en se disant là, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, oser aussi demander aux personnes. C'est-à-dire se dire, enfin voilà, que en fait, chacun est dans la même situation de son côté. Donc, en fait, se dire que les personnes en face de nous peuvent très bien vivre la même chose. Donc, vraiment, oser demander à chacun d'entre nous comment est-ce qu'on va, si en ce moment, on arrive à être assez attentif justement sur toute une journée. Parce qu'être attentif sur son travail quand on est chez soi, on a plein de tentations, on n'est pas dans un cadre de travail, parce que la plupart des personnes, du coup, travaillent dans leur salon, par exemple, sur leur table de travail où elles mangent également. Donc la plupart, du coup, mangent en travaillant aussi, par exemple. Alors que justement, il faudrait aussi arriver à prendre du temps pour pouvoir faire chaque chose en son temps. Et effectivement, essayer de savoir aussi si on arrive à avoir justement une limite, comme on disait tout à l'heure avec Rose, entre le professionnel et le personnel, en essayant de savoir si chacun d'entre nous, du coup, arrive à prendre du temps pour soi, par exemple, avec des temps définis pour travailler, des temps définis pour du temps personnel. Et à côté de ça, du coup, savoir si ça lui procure, par exemple, des angoisses, de la tristesse, de l'énervement, parce que du coup, il y en a beaucoup qui peuvent être très énervés chez eux et qui du coup ne vont pas le dire, donc ça peut être demandé. Effectivement, ça peut être aussi de travailler sans regarder le temps et justement, par exemple, se rendre compte à 2 heures de l'après-midi qu'on n'a toujours pas mangé parce qu'on est focalisé sur notre travail. Donc ça peut être se mettre en fait finalement des timings, on va dire, pour savoir voilà, à midi, je m'arrête de travailler, même si je mange que vers 12:30, 1 heure, au moins je sais que j'arrête de travailler. Et puis ça peut être à ce moment-là se dire normalement là je suis en pause au travail, demander des nouvelles aux autres. Garder en fait le maximum, c'est essayer de garder le lien avec chacun d'entre nous pour justement savoir comment est-ce qu'on se sent. Est-ce qu'on n'a pas trop de charge mentale? Se poser la question même pour les autres. Est-ce que là, ce que je suis en train de demander, c'est réellement réalisable avec tout ce qu'ils ont déjà à faire, par exemple? Et se dire, voilà, quand je demande quelque chose à quelqu'un, lui demander, est-ce que ça te cause problème? Est-ce que tu as déjà du travail? Est-ce que c'est possible pour toi de le rentrer dans ta journée ou pas? Et arriver du coup à équilibrer aussi à ce niveau-là, entre ce qu'on va demander à quelqu'un et ce qu'il peut réellement faire dans sa journée et oser le demander. Et à l'inverse, il faut que les personnes osent dire aussi quand est-ce qu'elles ont pas assez de temps dans une journée pour faire tout ce qu'on leur demande. Et ne pas rajouter encore du temps, justement. Comme on disait tout à l'heure, par exemple, on pourrait très bien mettre le webinaire jusqu'à 22h ce soir, à 20h, 22h par exemple, et se dire, voilà, non, 20h, 22h, du coup, on arrive à se caler pour qu'on arrive à le faire avant, pour pouvoir garder du temps après, et effectivement ne pas générer encore plus d'angoisse, etc., pour des personnes qui, du coup, auraient encore une double journée derrière. Donc effectivement, là, l'important, ça va être d'arriver à identifier du coup la charge mentale qu'on demande à chaque personne, arriver à identifier s'il y a une perte d'attention, par exemple, s'il y a des addictions qui se développent chez du coup les personnes avec qui on travaille, avec qui on collabore, et se dire qu'en fait, l'être humain a besoin de liens sociaux. Donc il faut essayer d'entretenir au maximum ces liens sociaux pour arriver justement à identifier s'il y a des choses qui dérangent chez les autres et si effectivement ça procure du coup du stress ou de l'angoisse. Ok, super. Merci Elsa. Et du coup, donc, une fois qu'on a éventuellement identifié un collaborateur, une personne qui sera en situation de mal-être, qui vient de moins en moins aux réunions, qui s'efface, qui est effectivement hyper émotif, qui va avoir un comportement qui est peut-être plus addictif, qu'on va sentir plus agressif ou peut-être plus en retrait, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour l'accompagner et quel serait, j'ai envie de dire, le rôle du manager, parce que je pense que c'est la personne dans cette relation-là qui va être privilégiée pour accompagner un salarié qui n'irait pas bien. Qu'est-ce que peut faire un manager concrètement pour aider un salarié qui serait justement en situation de mal-être? Toi, Philippe, qui a par exemple l'habitude d'accompagner et de coacher des managers au quotidien, est-ce que tu pourrais nous apporter des éléments de réponse? Tu as ton micro coupé, Philippe. Oui, je disais que oui, le rôle du manager est un rôle très difficile aujourd'hui, en fait, dans cette période de pandémie, parce qu'en fait, il doit adapter sans cesse son
comportement, être à l'écoute, être dans la communication, mais pas dans l'inquisition. Donc, c'est là où, quand on est en distanciel, il y a toute cette difficulté de savoir doser un petit peu jusqu'où aller dans la communication, mais pas rentrer dans l'inquisition, surtout qu'il y a souvent un téléphone ou un écran interposé, donc ça facilite encore moins la prise de communication. Donc le rôle du manager aujourd'hui doit évoluer, c'est plus un rôle de guide, un rôle d'un passeur, mais et on voit qu'il doit aller nourrir ces fameux besoins de l'âme dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, comment cette entreprise et comment ce manager, et d'autant plus les managers du middle management, en fait, les managers de proximité, qui ont le rôle, à mon sens, le plus difficile dans cette période de pandémie. Comment faire? Donc, en fait, l'entreprise doit nourrir un besoin. C'est celui de la responsabilité. En fait, il semble pour le manager en distanciel, ça soit plus facile pour lui de tout décider seul. Mais c'est une erreur de le penser. En fait, les salariés ne doivent pas être exclus des discussions. Ils doivent se sentir utiles. Et ils doivent être informés des projets, alors ça au moins à minima, et être associés à ces projets aussi souvent que possible. Je dirais même plus souvent qu'avant, en fait, parce que comme il y a cette distance, cette barrière où on ne rencontre plus les gens physiquement, il faut d'autant plus les responsabiliser. Il y a aussi un besoin, celui de la sécurité, qui est incontournable. Alors, le manager ne doit pas complètement brimer son collaborateur, il doit l'inciter à continuer à prendre des risques au sein de l'entreprise. Sinon, le salarié va tomber dans une espèce d'ennui qui paralyse un peu comme la peur, en fait. Donc, les managers doivent continuer à inciter les collaborateurs à oser, voire d'ailleurs davantage. La hiérarchie aussi est aussi un besoin primordial de l'être humain. Bien évidemment, hein, je ne vais pas parler des petits chéfaillons qui peuvent faire passer un certain nombre de choses et complètement maladroitement et en inadéquation avec leur rôle, mais je parle surtout de donner de la hauteur en fait et que cela engendre, lorsqu'il y a un exemple d'exemplarité, en fait, cela engendre le dévouement des subordonnés. En fait, un manager, il est respecté que parce qu'il incarne un certain nombre de valeurs morales qui le dépassent, en fait. Donc, en temps de crise, les impératifs de l'action poussent les entreprises aussi, on le voit, à limiter la liberté d'expression parce que c'est plus simple de penser pour les autres lorsqu'on est en distanciel. Là encore, il est important de rétablir donc des espaces de pensée, des espaces de délibération. L'entreprise se doit de préserver la réflexion collective, coûte que coûte, même à distance. Donc le collectif de travail, c'est vraiment ça qui doit nourrir le besoin d'enracinement en fait. L'entreprise doit donc repenser la totalité de ses valeurs en permanence pour réinventer donc à plusieurs le monde de demain. Donc en fait, en résumé, on peut dire que le rôle de manager, et notamment le manager de proximité du middle management, est en train donc de se reconstruire. C'est un guide, un passeur, un meneur. Les rapports doivent changer, donc instaurer la liberté d'expression, ou en tout cas la faire perdurer, recréer un climat d'entreprise pour renforcer ce fameux besoin d'enracinement dans les rapports sociaux, qui est une nécessité absolue. Les collaborateurs doivent se sentir valorisés, le manager doit développer, lui, une écoute active. En un mot, il doit, et c'est ça qui est le plus difficile, réinventer son rôle, responsabiliser ses collaborateurs, miser sur leur autonomie, être présent mais sans trop l'être, et il doit donc peut-être passer par des réunions régulières dans le cadre du travail, assez courtes, mais en tout cas faire un certain nombre de réunions et peut-être aussi créer, imaginer peut-être des temps un peu hors temps, enfin le café virtuel du matin où on peut appeler individuellement pour prendre la température sur le moral des uns et des autres. Et là, je rejoins ce qu'a dit Elsa juste avant. Il faut vraiment prendre soin des uns et des autres pendant cette période difficile et ça fait maintenant partie intégrante du rôle du manager.
Ok, merci Philippe. Alors quand tu parles de justement de remettre un petit peu ce collectif au cœur de l'entreprise, au cœur du télétravail de chacun, c'est vrai que tu parles de multiplier les réunions et il y a une question notamment par rapport à la réunionnite aiguë et c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Est-ce que trop de réunions tue pas la réunion? Oui, il faut éviter les longues réunions, mais il faut impérativement, donc quand je parlais de réunion, c'est vraiment de reprendre contact avec les collaborateurs, ne pas les laisser seuls chez eux et soit les appeler individuellement, ou soit même un bref appel, mais prendre soin d'eux en fait. Et la personne va ressentir donc et va se sentir valorisée par le fait qu'on demande si elle va bien. Enfin bon, donc voilà, il ne faut pas réinstaurer des réunions, il ne faut pas en faire beaucoup plus qu'avant, mais il faut prendre soin des uns et des autres. Et peut-être, ce que je disais, privilégier peut-être les petits moments comme Sur des temps ça. privilégiés Ouais. davantage. Peut-être sur un appel Voilà. perso du manager au salarié pour prendre la température du moral. Rose, je te laisse rebondir. Tu avais levé la main ou c'est tout bon? T'as pas de micro. Voilà. J'ai levé la main juste effectivement pour rebondir à la fois sur ce que disait Philippe et la question qui a été posée sur la réunionnite aiguë et en même temps ce qui a été dit derrière par Fabien, diversifier les canaux et les formats. Je pense qu'en tant que manager, si on veut s'assurer du suivi entre guillemets en distanciel de nos équipes, c'est effectivement faire des réunions, mais il faut que les réunions soient cadrées. Avec un temps délimité, si possible un timekeeper pour que ce soit pas juste de la réunionnite aiguë qui sert à rien. Et pour rebondir encore une fois sur ce que Fabien disait, diversifier, je dirais pas forcément les canaux, parce que quand on modifie les canaux à chaque fois, ça rajoute en charge mentale. En revanche, je parlerai de format, c'est-à-dire avoir des temps collectifs, des temps en individuel, des temps formels et des temps informels. Pour moi, ce sont les 4 canaux, enfin pas canaux du coup, mais les 4 formats sur lesquels il faut s'appuyer, c'est-à-dire les temps informels, le petit déjeuner du matin, le lundi matin, on prend une demi-heure tous ensemble et on discute du tout et du rien. Une fois par semaine, passer 10 minutes au téléphone avec chacun des salariés, des collaborateurs, ou une fois par mois et on prend 1 heure et ça peut être voilà, à chaque fois du collectif, de l'individuel. Mais voilà, pour moi, c'est ça qui doit cadrer pour justement pas basculer dans ces fameuses réunionites aiguës qui est quand même notre fort en France. Ouais, clairement. Merci, Rose. Et pardon. Merci beaucoup Rose, on va y arriver. Il y a aussi des petites solutions à mettre en place au quotidien pour pallier un petit peu à ces réunionites. C'est vrai que parfois, moi, en fin de journée, je me rends compte que j'ai même plus de temps de production, tellement j'ai passé de temps en réunion. Donc, c'est aussi se caler directement dans son agenda. Ça, c'est de la prod. Et en fait, là, je suis pas dispo pour une réunion collective. Et vous récupérez aussi du temps pour vous. Voilà. Merci beaucoup pour ces différents apports par rapport au rôle du manager notamment. Ça me fait basculer sur le fait que c'est vrai qu'on dit souvent qu'il faut aller bien soi-même avant de pouvoir aider les autres. Il y a souvent cette image du masque à oxygène en avion où on va d'abord, en cas de dépression, se mettre de l'oxygène avant de pouvoir aider la personne qui est à côté de soi. Par rapport à ça, Elsa, vous qui êtes comportementaliste, est-ce que vous pourriez nous donner justement des petites idées peut-être pour aller déjà bien soi-même avant justement de pouvoir aider l'autre? Et j'imagine que ça s'applique particulièrement au manager qui a tendance à s'oublier, lui. Tout à fait. Alors déjà, effectivement, le premier pas, on va dire, c'est vraiment prendre conscience que c'est possible qu'on n'aille pas bien et prendre conscience vraiment de nos limites et prendre conscience en fait que voilà, c'est possible que là, on puisse changer les choses. Et il faut avoir envie de changer les choses pour changer les choses aussi. Donc, c'est-à-dire que voilà, le premier pas, c'est vraiment en prendre conscience, en avoir envie. Il faut que la démarche vienne de soi, que ce soit vraiment intrinsèque. C'est-à-dire que on aura beau dire à quelqu'un, si, il faut que tu fasses quelque chose, s'il n'a pas envie, il ne le fera pas. Donc, il faut vraiment que la démarche soit intrinsèque. Et effectivement, il y a, on va dire, la notion d'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, si nous, on a assez d'énergie, qu'on arrive à prendre du temps pour soi, si on arrive à avoir un bon équilibre, on pourra retransvaser cette énergie-là sur quelqu'un d'autre. Donc à ce moment-là, on pourra effectivement aider quelqu'un d'autre à se développer également. Donc c'est-à-dire qu'il faut arriver à prendre conscience que chez soi, il y a des choses qu'on peut modifier. C'est pas pour autant que ce qu'on fait est mal, mais c'est juste qu'on peut finalement arriver à être plus performant et mieux dans sa peau pour pouvoir effectivement nous évoluer et faire évoluer les autres.
Donc ça, c'est le premier point. Après, le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas attendre non plus d'aller mal pour faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on peut très bien mettre des choses en place dans la vie de tous les jours, simplement, justement, pour faire diminuer le stress qu'on a constamment, qu'on ne peut pas empêcher. Et en fait, c'est des petites choses qui vont nous permettre finalement tout le temps de pouvoir faire redescendre notre niveau de stress et pouvoir continuer à cumuler toute la journée et tous les jours de nouveaux niveaux de stress, on va dire. De nouvelles choses qui vont nous arriver, de nouveaux stimuli qui du coup vont arriver dans notre journée et qu'on ne peut pas contrôler finalement. Donc pour ça, par exemple, et là je pense que du coup Philippe peut-être sera d'accord avec moi, on peut faire par exemple des petits exercices de relaxation, simplement par exemple de respiration. On peut faire la respiration par exemple abdominale qui va nous prendre environ 2 minutes et du coup qu'on peut faire partout. On peut faire dans sa voiture, on peut le faire assis à notre table, on peut le faire dans le train, on peut le faire dans la boîte, enfin peu importe, on peut le faire n'importe où. Et ça ne nous prend vraiment pas beaucoup de temps. Et ça, en fait, ça nous permet justement de pouvoir se recentrer, se concentrer. Et par exemple, quand vous sentez que vous commencez à vous éparpiller, ça peut être hop, je fais l'exercice de respiration, simplement pour se recentrer et être de nouveau concentré. Ça peut être quand, par exemple, vous avez fini votre journée de travail, vous êtes à la maison, mais avant d'enchaîner avec votre double travail, entre guillemets, avec tout ce que vous avez à faire à la maison aussi, pour vous, d'un point de vue personnel, à ce moment-là, hop, vous pouvez très bien prendre 2 minutes juste pour faire la respiration et hop, pouvoir enchaîner derrière. Donc, par exemple, les personnes qui ont des enfants à la maison, ça veut dire qu'on est tout le temps, en fait, en double journée. C'est-à-dire qu'il y a la journée au travail plus la journée avec les enfants. Donc, en fait, on est tout le temps en double tâche. Donc là, ça permet en fait voilà, de pouvoir hop, redescendre et pouvoir de nouveau enchaîner. Et c'est pareil, par exemple, quand on doit gérer d'autres personnes, parce que du coup, en tant que manager, on doit gérer nos émotions, notre situation et celle des autres, celle des salariés. Donc en fait, ça peut être dès qu'on a, par exemple, un contact avec quelqu'un qui ne va pas bien ou avec qui on doit le revaloriser, parce qu'effectivement, comme on dit tout à l'heure, le fait que par exemple, il y a des personnes qui ne vont pas bien et qui sont dévalorisées en se disant, ben non, ça veut dire que je suis nulle. En fait, non. Du coup, c'est à nous de les revaloriser en tant que manager, leur montrer du coup l'importance qu'ils ont dans l'entreprise. Et derrière, ça peut être, OK, bon, maintenant je redescends un peu, parce que niveau émotionnel, du coup, ça veut dire qu'on doit gérer nos émotions et celles des autres. Donc, ça veut dire que la charge mentale, elle augmente forcément à ce moment-là. Donc, on peut très bien faire redescendre juste les émotions pour pouvoir du coup se reconcentrer sur autre chose ailleurs. Donc voilà, donc c'est vraiment effectivement le fait de se dire que pour pouvoir aider les autres, il faut que nous on aille bien. Et d'ailleurs, en fait, ça va être le vase communicant entre les deux. Super, merci Elsa par rapport à ça. Et c'est vrai que j'ai oublié de le préciser en début de webinaire, mais les personnes les plus touchées par tout ce qui est détresse psychologique, ce sont bien entendu les femmes avec des enfants, puisqu'elles ont cette difficulté à pouvoir prendre du temps pour leur travail et du temps pour leurs enfants. Les managers qui ont cette double pression, puisqu'ils ont des directives qui viennent de plus haut, ils doivent absorber leur stress et pas le régénérer aux équipes. Et également, on va avoir les jeunes qui, eux, n'ont pas forcément l'habitude déjà de travailler en entreprise, puisqu'ils n'ont pas le vécu, l'historique. Et donc, du coup, qui ont déjà pas les clés pour travailler en entreprise et donc qui les ont encore moins pour ramener l'entreprise chez eux et pour savoir travailler. Donc, merci pour cette précision, Elsa. Rose, par rapport à ça, toi, est-ce que tu pourrais nous donner des astuces pour peut-être plus liées à l'organisation au travail en tant que telle? Comment, moi, demain, je peux mettre en place des choses concrètes pour tout simplement ne pas me laisser déborder par le stress au quotidien dans mon travail? Ouais, alors je vais juste déjà répondre à Fabien qui a mis et les hommes dans tout ça. Vous inquiétez pas, les hommes ont aussi une charge mentale. Il n'y a pas de problème, on vous légitime tout autant dedans. C'est juste que les femmes le subissent. C'est un autre sujet, mais les femmes le subissent peut-être un peu plus. Mais c'est pas pour autant que les hommes vous le subissez pas. Donc pas d'inquiétude. Du coup, sur des principes vraiment très pratico-pratiques, très techniques, ce qui va être important, ça va être de garder. Alors pareil, Elsa, vous allez peut-être valider d'un point de vue au niveau du cerveau. Vous allez peut-être valider ce que je vais dire ou pas d'ailleurs. J'espère que ce sera plutôt le premier. C'est qu'en premier lieu, ça va être important de garder nos routines et nos horaires habituels autant que possible. C'est-à-dire que toutes les routines du matin, par exemple, si vous vous levez, vous avez l'habitude d'aller vous doucher, d'aller aux toilettes, de vous habiller, de vous maquiller et compagnie, ça va être de les garder. Pourquoi? Parce que le cerveau, tout comme le corps qui a une horloge biologique, le cerveau, il a des routines. Et si jamais un matin, vous enlevez une partie de votre routine, votre cerveau, il va savoir que vous êtes en train de lancer le mouvement, mais il va quand même lui manquer un truc pour se dire « Ah oui, c'est bon, je suis en train de faire ça ». Donc, plus vous allez réussir à garder vos routines de connexion et de déconnexion, mieux ce sera. Après, j'ai bien conscience qu'en télétravail, on n'a pas les 20, 30, 40, 50 minutes dans les transports, en voiture et compagnie pour
continuer à éveiller un petit peu notre esprit, mais c'est pas grave, vous pouvez aussi décider de sortir 10 minutes de chez vous et de faire une petite marche, d'écouter votre musique, de danser, faire des sudoku, je sais pas ce que vous faites dans le train, dans les transports, dans le métro, dans le tramway et compagnie, mais gardez ces routines-là, ça vous aidera à activer votre cerveau et à lui envoyer les messages nécessaires à ce moment-là. Pareil pour la déconnexion. En parallèle, ça va être important de faire des pauses. Et quand on fait des pauses, ça veut dire sortir de son poste de travail. Très souvent, avec le télétravail, ce que les gens font, c'est que ils switchent la page sur laquelle ils sont. Ils vont sur Internet, ils vont sur Netflix, ils vont sur Facebook, sur je sais pas quoi. Bon, Zoé, désolée si j'ai pas le droit de citer des noms. Mais c'est le principe de, voilà, j'ai l'impression que je me déconnecte à partir du moment où je change de page de mon ordinateur. Sauf que c'est malheureusement absolument faux. On a besoin de se lever, de bouger son corps, de bouger son esprit. D'habitude, naturellement, au travail, on le fait en allant à la machine à café. Et quand on va à la machine à café, c'est tout bête, mais on sort de son poste de travail, on marche, on sort notre esprit de la focale attentionnelle qu'on peut avoir sur l'ordinateur et on échange avec d'autres gens. Donc, réussir à maintenir ça au maximum, ça vous aidera à vous déconnecter pendant un petit temps. Sachant que, évidemment, c'est comme en voiture. En voiture, c'est logique, au bout de 2 heures, la pause s'impose, mais c'est exactement pareil au travail. On n'arrive pas à se concentrer plus de 2 heures et plus on va essayer de se concentrer davantage, plus on va perdre en efficacité. Je pense que pour vous comme pour moi, les journées, on aimerait bien qu'elles fassent 48 heures et non pas 24, donc c'est dommage de perdre en efficacité simplement parce qu'on ne fait pas de pause. Alors je vois quelqu'un qui dit faire la vaisselle. Faire la vaisselle, ça peut être une pause par exemple, pas de problème. Si vous aimez faire ça et que ça vous détend, allez-y. Si vous n'aimez pas, en revanche, on ne la fait pas tout de suite, on la fera à un autre moment, parce que ce qui va être important là tout de suite, ça va être de se détendre et de se faire du bien. Je continue du coup sur les petits trucs pratico-pratiques. Une fois que la journée de travail est terminée, au mieux éteindre tout ce qui est en rapport avec le travail. Ça va être l'ordinateur, le téléphone. Pourquoi? Parce que sinon, on va avoir le réflexe de s'y remettre après le dîner. Dès qu'on aura un petit moment de mou où on ne sait pas trop quoi faire, on va se dire, bah tiens, je vais prendre de l'avance pour demain. Sauf que qu'est-ce qui se passe en prenant de l'avance pour demain? C'est que demain, ma journée sera évidemment tout aussi chargée. Donc, j'ai beau prendre de l'avance, je ne rattraperai jamais tout ce que je dois faire parce que j'aurai toujours des choses à faire. Donc ça, c'est un mauvais réflexe qu'on peut avoir. Et du coup, en parallèle, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais ça va être de privilégier un seul canal de communication avec vos collègues, avec vos camarades, avec les personnes avec qui vous travaillez. 2, à la limite, si jamais le canal choisi ne correspond pas forcément à tout ce dont vous avez besoin. Par exemple, le premier canal, ça peut être les mails, sauf que par email, vous n'avez pas ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire une réunion à plusieurs avec les caméras et l'audio. Donc, on peut en avoir 2, mais vraiment essayer de les limiter au maximum. Pourquoi? Parce que ça rajoute en charge mentale. Si jamais vous avez Skype, vous avez WhatsApp, vous avez Teams, vous avez les emails et le téléphone, on s'en sort plus. Vous allez simplement perdre beaucoup de temps à vérifier que vous n'avez pas loupé une information, vous allez avoir des difficultés de concentration, vous allez oublier des choses et ce sera normal, ce ne sera pas votre faute, c'est parce qu'il y a trop de sollicitations. Donc, au maximum, si vous le pouvez, déterminer en équipe ou alors avec votre manager le canal que vous souhaiteriez utiliser au maximum et qui convient le plus à vos besoins. Ça, ce sera vraiment quelque chose d'important parce que sinon, c'est très lourd et c'est très énergivore de switcher à chaque fois. Et enfin, dernière chose, après Zoé, je te relaisse la parole parce que je vois qu'il est 55. Plus vous allez découvrir des nouvelles activités, et là pareil Elsa, je parle sous votre contrôle par rapport à la plasticité neuronale et aux connexions, plus vous allez apprendre de nouvelles choses, découvrir des nouvelles activités, plus vous allez travailler votre cerveau. Le cerveau, c'est vraiment comme un muscle. Vous n'allez pas, si jamais vous n'avez jamais fait de course de votre vie, partir pour le marathon de New York. Il va falloir le travailler. Le cerveau, c'est pareil. Plus vous allez apprendre des choses, découvrir des choses, plus vous allez le travailler et du coup être épanoui parce que non seulement vous travaillez votre cerveau, mais en plus, vous êtes satisfait de vous et vous êtes content de vous. Par exemple, typiquement, quand vous avez été voir un film, quand vous avez lu un article, quand vous avez été au musée, quel est le premier réflexe? C'est d'en parler aux gens, c'est de dire « Hey, t'as lu le dernier bouquin? Hey, t'as vu cette expo? Parce que j'ai appris des trucs. » Et on a envie de le communiquer. Pas d'un point de vue prétentieux, mais parce qu'on est fier de soi, parce qu'on a appris quelque chose. Donc là, dans cette période de télétravail où nos ressources sont un petit peu bloquées parce qu'on ne peut pas les avoir quand elles se font en extérieur, vous inquiétez pas, il y a plein de choses, plein de créativité à développer en intérieur et qui vont nous permettre de garder un petit peu cette confiance, cette valorisation de soi, ce petit côté ego boost. Et Zoé, je te laisse la parole.
Super, merci pour tous ces conseils, Rose. Également, d'ailleurs, pour lutter, je rebondis là sur ce que tu disais, pour lutter aussi contre la réunionnite, il faut aussi arrêter de se dire, dès qu'on doit échanger sur quelque chose, peut-être mettre automatiquement en place une visio. Le mail peut aussi être utile sur des petits échanges, juste pour valider quelque chose, sans pour autant se prévoir un temps de 30 minutes, où là, oui, ça nous bloque dans notre emploi du temps, etc., quoi. Voilà, que ça ne devienne pas forcément un automatisme. Mais merci en tout cas pour tout ça. Je ne doute pas que maintenant nous sachions nous organiser au mieux, Rose. Par rapport à tout ça, Philippe, est-ce que tu pourrais éventuellement, toi qui es spécialiste de l'harmonie entre le corps et l'esprit, justement, est-ce que tu pourrais nous donner des petits tips pour lâcher la pression quoi, au quotidien? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Alors, là, je vais rejoindre ce que disait tout à l'heure Elsa. En fait, il ne faut pas attendre d'aller mal pour faire quelque chose, en fait. Donc ça, c'est très important. Donc, moi, j'ai l'habitude, avec les clients qui viennent me voir, de repartir de leur vécu et de voir ce qu'ils vivent au quotidien. Et en premier lieu, il faut essayer de se positionner sous l'axe de la prévention, en fait. Donc, être dans la prévention pour améliorer son équilibre général. Donc, ça peut passer par faire du sport, mais des exercices de respiration, ça marche très très bien. Ça prend pas beaucoup de temps. On peut les faire comme on veut et où on veut, en fait, et notamment la respiration abdominale qui permet ne serait-ce que le simple fait de prolonger son expiration comme si on était en train d'expirer au travers d'une paille, et ça permet de se libérer et que le diaphragme puisse avoir son effet et de libérer toutes les tensions inutiles qu'on a en nous. Donc ça peut être quelques exercices de cohérence cardiaque qui sont aussi facilement, on trouve tout ça, même il y a quelques applications sur le téléphone qui nous permet de faire de la cohérence cardiaque. En fait, il faut renforcer sa capacité de détente, il faut être à l'écoute de son corps, parce qu'en fait, généralement, on se trouve coupé de son corps. Donc, ce que je préconise toujours, c'est d'être à l'écoute de son corps. Et puis aussi, une notion qui n'a pas encore peut-être été clairement explicitée, c'est celle de la relation au plaisir et de renouer avec cette relation au plaisir dans sa vie quotidienne. Puis alors, si malheureusement, il y a un certain nombre de manifestations qui arrivent et il va falloir commencer à apprendre à les gérer, en fait, alors là encore, ça passe par de la respiration. Ça, c'est vraiment la base, en fait, la respiration qui permet d'oxygéner le cerveau et du coup, qui permet de mieux se positionner pour prendre des décisions. Et bien évidemment, renforcer les capacités de détente, faire quelques exercices de concentration. Et j'oserais dire en résumé, il faut vraiment développer notre capacité d'adaptation. Alors, en sophrologie, il y a un certain nombre de pratiques qui vont être mises en place. D'abord pour gérer les émotions désagréables. Ça, on gère ce qui peut nous déranger. Puis après, d'amener la personne à bien prendre conscience de l'acceptation de ce qu'ils ne peuvent pas changer. En fait, il y a ce qu'on peut changer et ce qu'on ne peut pas changer. Et donc, il faut vraiment prendre position sur ce qu'on peut changer nous, mais ce qu'on ne peut pas changer, ça ne sert à rien de se prendre la tête autour de ça. Et une fois qu'on a fait ça, la plupart du temps, il manque une étape. Alors, on est stressé, mais on ne sait pas ce qu'on veut. Donc, il faut aussi décider de ce qu'on veut et donc se fixer un objectif personnel. Et en se fixant un objectif personnel et en sachant ce que l'on veut, on peut justement là agir en cohérence avec ses objectifs. Donc, c'est vraiment passer à l'action à un certain moment. Mais passer à l'action en fonction de ce que l'on veut. Imaginons juste un petit exemple, on est dans un aéroport le vendredi, on a perdu notre passeport alors qu'on doit être en France le lundi matin pour une réunion importante ou pour le rendez-vous de notre vie. On a perdu le passeport, qu'est-ce qu'on fait? Les gens vont tourner en rond, ils vont plus savoir, ils vont tourner sur cette perte de passeport. Bon, il suffit simplement de reprendre du recul, de se dire mais qu'est-ce que je veux? Je veux rentrer donc en France
pour être là, présent lundi matin. Et là, du coup, ça leur permet de passer à l'action. Parce qu'une fois qu'ils ont défini leur objectif, c'est-à-dire savoir rentrer en France dès le lundi matin, ils vont pouvoir prendre des actions. Alors, appeler l'ambassade, appeler le consulat, se faire établir une attestation qui permet de rentrer. Parce que sinon, les gens, ça paraît évident comme ça, mais les gens tournent en rond et n'ont plus vraiment conscience de ce qu'il faut faire parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, en fait. Voilà. Mais la respiration, c'est super. Ok, super, merci Philippe. Mais effectivement, donc du coup, ne pas s'occuper de ce qui ne dépend pas de nous. Et effectivement, quand on ressent un stress très important et on a toujours l'impression d'être noyé, en fait, d'être sous l'eau, et le fait de passer à l'action, déjà, ça va faire un peu baisser ce taux de stress. Ok, super. Donc, on arrive au terme de la première partie de ce webinaire. Donc, on a bien compris effectivement ce que c'était que la détresse psychologique, donc ce stress sur du long terme, en quoi le télétravail était vecteur de stress aujourd'hui, et nos intervenants nous ont donné des petits conseils déjà à mettre en place au quotidien, que ce soit sur la relation du manager ou que ce soit vis-à-vis de nous-mêmes directement pour aller mieux ou pour prendre soin de l'autre. Avant de donner la parole aux auditeurs pour un temps de questions, est-ce que vous auriez juste un mot de la fin pour résumer ce que vous venez de dire ou un conseil peut-être à rajouter? Elsa, je vous laisse commencer. Alors moi, je dirais que, déjà pour commencer, il faut se laisser le temps de pouvoir prendre soin de soi, du temps pour soi, pour trouver un équilibre, voilà, justement entre, le côté pro, le côté perso, mais se l'autoriser à avoir ce temps-là. Ne pas culpabiliser quand vous prenez le temps pour vous, et quand vous prenez le temps pour vous, je reviens sur ce que disait Philippe, en fait, avoir du plaisir à prendre du temps pour vous. Et du coup, vraiment séparer les 2 et avoir un renforcement positif dans ce que vous faites dans votre travail et votre côté perso. Et là, le renforcement positif, vous pouvez aussi l'avoir, du coup, pour les salariés également. Donc vraiment, c'est, on va dire, s'axer sur le côté positif que vous pouvez avoir de vos journées et vraiment du temps pour soi. Super, merci Elsa. Philippe, je te laisse prendre la suite. Je rejoins ce que vient de dire Elsa. C'est vraiment la notion de plaisir qui est pour moi la plus importante, de prendre du temps pour soi et du coup de se préserver, coûte que coûte, et savoir doser en fait, parce qu'en fait, il y a tellement de choses à faire. Donc, le stress, c'est pas une maladie. Le stress, c'est quelque chose de complètement normal, mais il ne faut pas en abuser, quoi. Donc, du coup, reprendre du plaisir et renouer avec ce lien du plaisir dans la vie, et surtout, toujours prendre des petits moments pour soi, même quand on a l'impression de ne pas en avoir, se consacrer toujours du temps. Voilà. Super, merci Philippe. Et du coup, Rose, je te laisse clôturer. Je suis ravie de clôturer, c'est un honneur. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que disent Elsa et Philippe. C'est hyper important de prendre du temps pour soi. Je pense que là, on vous a un peu assommé avec pas mal de théories, pas mal de bons conseils, pas mal de choses à faire. Moi, j'insisterai, c'est un peu tout ce que j'ai mis dans le chat. C'est l'importance de la tolérance et de l'indulgence, de la patience envers soi-même. Là, beaucoup de choses qu'on vous a dites sont des choses qui concernent des changements d'habitude. Qui dit changement d'habitude dit inconfortable. On a parlé de l'homéostasie tout à l'heure. On n'est pas fait pour les changements, en tout cas ce qu'on ne peut pas contrôler, et puis ce qu'on contrôle, c'est toujours un peu compliqué. Quand on veut mettre en place des nouveaux fonctionnements, quand on veut mettre en place des nouvelles habitudes comme la cohérence cardiaque dont vous parliez tout à l'heure, Philippe, par exemple, moi, c'est un truc que je pratique depuis 1 an, ça a été long à mettre en place. Je m'en suis voulu au début, j'avais de la culpabilité parce que j'y arrivais pas, parce que j'arrivais pas à être full concentration dessus. Donc, pour moi, le dernier mot de la fin, c'est mettez un maximum de choses en place, avec évidemment des objectifs atteignables et compagnie, on y va petit à petit, mais soyez surtout tolérants envers vous-même, parce que ça va prendre du temps, ça va être inconfortable, vous allez faire des allers-retours, mais c'est pas grave, c'est déjà significatif d'une avancée et d'un pas en avant. Donc voilà, il faut surtout regarder ça au lieu de se regarder dans le miroir et se dire « Oh, j'ai pas réussi à être hyper concentré pendant ma méditation ». C'est pas grave, on continue et on avance. Merci pour toute cette bienveillance pour terminer cette première partie. Donc, un grand merci donc, à toutes les personnes qui se sont rendues dispo. Encore une fois, je sais que c'est pas évident sur ce créneau, notamment sur cette thématique. Mais en tout cas, voilà, c'est trop cool que vous ayez pu vous rendre disponible. Et encore un grand merci aux intervenants. Vous avez été super. Et c'est super intéressant, en tout cas. Et je vais mettre leurs coordonnées dans le chat si vous souhaitez les retrouver dans un second temps, voilà, pour d'autres sujets. Merci beaucoup.
Bonne soirée à tous. Merci, bonsoir. Merci.